Ça marche, ça marche. Ok. On était dans le. Alors, juste oui, un mot. Attends, alors, du coup, je vais arrêter l'enregistrement parce que c'est pas le cours en proprement parler. Oui, pour la prépa bac, il y aura trois notions. Donc, comme vous avez trois sujets pour le bac, bah, je pense que je ferai en sorte de vous donner un sujet qui correspond à une notion à peu près. Parce que les sujets sont transversaux parfois. Donc, vous aurez sûrement un sujet sur la politique, un sujet sur l'épistémologie et un sujet sur la notion de liberté. Oui. Non, c'est le contraire. Ah oui, alors ça c'est très important. Bon, je vous le dis à vous, ce sera sur YouTube, comme ça les gens qui écouteront, j'espère que tout le monde l'entendra. Donc pour les sujets type bac, vous avez trois sujets et vous en choisissez un. D'accord? Donc vous aurez deux dissertes et un texte et vous n'en faites qu'un. J'insiste, il y a 2 ans j'étais en Haute-Savoie. Alors je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble la Haute-Savoie. Je vous laisse imaginer. Puis alors, j'étais pas dans le plus bel endroit de Haute-Savoie, j'étais à Cluses. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça ressemble le Cluses. Pour vous donner une idée, quand j'ai fait une randonnée en raquette, une fois, là-haut vers Samoin, je voyais Cluses, j'étais à 2000 mètres d'altitude, je voyais Cluses, et en fait, ce que je voyais, c'était un nuage radioactif. Vraiment, c'était un nuage marron, noir, avec des couleurs un peu violacées, bizarres. Très, très pollué. Peut-être que c'est un peu l'équivalent du nuage de Tchernobyl, mais à long terme, et c'est peut-être pour ça aussi que ça se passe comme ça là-bas. Enfin bref. Et donc, j'avais une classe de STI, c'était des gens sympathiques, mais assez dissipés, surtout qu'ils étaient presque 40. Et j'avais dit à la classe, pour le bac blanc, pensez-y, vous ne traitez qu'un seul des trois sujets. Bon, je leur ai dit. Évidemment, il y en a la moitié qui ne va pas écouter, comme d'habitude. Et j'ai écrit, évidemment, sur le sujet, ne traitez qu'un des trois sujets. Je l'ai écrit en toutes lettres. Le jour du bac blanc, ça n'a pas loupé, il y en a qui n'avaient pas écouté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à leur prof de techno, comme si un prof de techno allait pouvoir les éclairer. Ils ont demandé à leur prof de techno s'ils devaient traiter un sujet sur les trois ou une disserte au choix et le texte. Et leur prof de techno, bien sûr, a demandé à la collègue de philo, m'a téléphoné, a regardé, a lu l'énoncé qui était écrit sur le sujet que j'avais donné, et il a essayé de m'appeler, il a consulté le site du gouvernement, enfin non pas du tout en fait, il a juste dit non, vous faites deux sujets, voilà. Donc je suis arrivé en conseil de classe et j'ai dit voilà, c'est dommage, ils auraient pu faire un bac blanc, mais grâce à toi, bon ils l'ont pas fait. Donc pensez-y, voilà. Si un prof de techno, vous n'êtes pas trop de techno. Je suis heureux pour vous. Bon, je veux pas stigmatiser les profs de techno non plus, mais c'est vrai que celui-là. Bon, officiellement, je suis HCO 15, officieusement jusqu'à fin janvier. Et alors, Monsieur Mougeot revient soit à début février, soit il partira en arrêt plus longue durée, auquel cas vous allez m'avoir sur le dos toute l'année. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je ne sais pas du tout ce qui est mieux pour vous. À mon avis, c'est complètement indifférent. Parce que bon, si on continue, on continuera. Si vous reprenez Monsieur Mougeot en cours de route, vous continuerez aussi. Ça changera donc pas grand-chose. Enfin, ça changera rien. Seulement, oui, je voulais m'assurer d'une chose aussi. Est-ce que tout le monde a bien reçu la méthodologie de la dissertation que j'ai envoyée via Pronote? J'ai envoyé ça autour du 12 décembre. Tout le monde l'a reçu, je vais bien parce que quand j'ai corrigé les devoirs, alors je ne crois pas que ce soit particulièrement vrai pour cette classe, encore que je ne suis plus très sûr, mais je sais que dans une classe en particulier, il y a des gens qui n'ont pas du tout respecté la méthodologie et qui en plus ont fait exactement tout le contraire de ce que je leur ai dit de faire. Donc j'ai vu les H majuscules à hommes, vous savez, les deux tout le temps les hommes, trucs comme ça. J'ai vu les exemples entre guillemets moisis. J'ai vu l'absence d'argumentation, l'absence de problématisation. Donc je me suis dit que ces gens-là n'avaient donc sûrement pas eu le document et c'est la raison pour laquelle ils avaient rendu un travail aussi approximatif. Voyez. Donc normalement je vous l'ai envoyé. S'il y en a qui l'ont pas eu, signalez-le moi quand même que vous le receviez. C'est indispensable. Et d'ici le 25 janvier, on fera un devoir sur table. Alors, j'espère que ce sera possible parce qu'à cause des demi-groupes, je ne sais pas trop qui je vois quand. Enfin, c'est un problème d'organisation. Il faudra que je regarde ça. On fera une introduction sur 1 ou 2 heures. On verra. Ça dépendra de comment on peut s'organiser. Je vous ai tout dit. Voilà. Pour la prépa bac, de toute façon, je noterai quand même assez gentiment. J'aurais tendance à vous encourager à y aller, sachant que c'est facultatif.
j'aurais tendance à vous encourager à y aller puisque ça vous permettra de vous exercer à l'écrit, de vous confronter au difficile exercice de la dissertation ou de l'explication de texte. Normalement, la première est, sauf coup de peau, sauf vraiment une grosse, comment dire, de grosses affinités avec la philosophie, les premiers devoirs sont souvent assez difficiles et rarement parfaits. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. C'est pas grave si vous vous trompez de toute façon. Voilà, j'ai fini avec le propos introductif. Nous pouvons commencer. Alors, je vais devoir recommencer la dictée. Rappelez-vous que on était dans la réfutation de l'argument du miracle. Premièrement, contradiction in adjecto dans la formulation de l'argument du miracle. Secondement, l'argument de la sélection chez Van Frassen. Et troisièmement, le problème de l'incommensurabilité des théories. Et je n'avais dicté que la première partie. Oui. Non. Ah d'accord, vous étiez rien. Okay. Alors, je vais juste noter 2-3 bricoles là au tableau. Ah oui. Je note juste le titre du bouquin, le nom de l'auteur qui, évidemment, pour les profanes est un nom à coucher dehors, mais quand vous faites de la philosophie, vous êtes habitué avec les noms inhabituels. Du coup, ce ne sont plus des noms inhabituels. Alors, on y va. On note, donc petit 2 ou II, comme vous voulez. Enfin, c'est le deuxième argument qui est censé permettre de réfuter l'argument du miracle de Putnam et repris par Tiercelin. Dans The Scientific Image, 1980, je vous donne le titre en anglais, il n'a pas été traduit, malheureusement. C'est un des plus importants livres d'épistémologie de la fin du XXe siècle, mais il n'a pas encore été traduit. Il faudrait qu'on songe à le faire. Dans The Scientific Image, donc 1980, Van Frassen remarque que les théories qui ont réussi sont peu nombreuses. Dans The Scientific Image, Van Frassen remarque que les théories qui ont réussi sont peu nombreuses. Pensez bien que les théories qui ont réussi sont les théories qui sont de bons instruments en vue de faire ce qu'on attend d'elles, c'est-à-dire donner des bonnes prédictions au sujet de la réalité telle que nous la représentons. Point. La rareté de ces succès peut s'expliquer. La rareté de ces succès peut s'expliquer. La rareté de ces succès peut s'expliquer par le fait que les théories, la rareté de ce succès peut s'expliquer par le fait que les théories sont sujettes à un processus de sélection. La rareté de ces succès peut s'expliquer par le fait que ces théories sont sujettes à un processus de sélection comparable à la sélection naturelle. La rareté de ces succès peut s'expliquer par le fait que les théories sont sujettes à un processus de sélection comparable, on peut discuter de la validité de cette comparaison, mais bon, comparable à la sélection naturelle, point. Beaucoup de théories entrent en concurrence les unes avec les autres. Beaucoup de théories entrent en concurrence les unes avec les autres. Et la plupart sont rejetées, puis oubliées. Beaucoup de théories entrent en concurrence les unes avec les autres, et la plupart sont rejetées, puis oubliées. Point. Beaucoup de théories entrent en concurrence les unes avec les autres, la plupart sont rejetées, puis oubliées. Point à la ligne. L'argument du miracle repose sur l'illusion selon laquelle l'argument du miracle repose sur l'illusion selon laquelle l'argument du miracle repose sur l'illusion selon laquelle il existe peu de concurrence entre les théories. Donc, l'argument du miracle repose sur l'illusion selon laquelle il existe peu de concurrence entre les théories. Point.
Or, il est normal au sens statistique du terme. Or, il est normal au sens statistique du terme. Statistiquement parlant. Or, il est normal au sens statistique du terme que quelques théories remportent un succès relatif là où toutes les autres échouent. Or, il est normal au sens statistique du terme que quelques théories remportent un succès relatif là où toutes les autres échouent. Point. Il serait au contraire très étonnant qu'aucune théorie ne fonctionne. Il serait au contraire très étonnant qu'aucune théorie ne fonctionne. Point à la ligne, je vais vous donner une analogie pour vous aider à comprendre cette idée-là. À la ligne, imaginons une loterie. Loterie, ça prend qu'un seul T. Imaginons une loterie. Imaginons une loterie pour laquelle la probabilité de gain est de 1 sur 10 millions. Imaginons une loterie pour laquelle la probabilité de gain est de 1 sur 10 millions. Donc, X égale G est égal à 1 sur 10 millions. Quoi. Voilà. Cette loterie donne lieu pendant 50 ans à un tirage hebdomadaire. Cette loterie donne lieu pendant 50 ans à un tirage hebdomadaire qui rassemble systématiquement des millions de joueurs. Donc, elle donne lieu pendant 50 ans à un tirage hebdomadaire qui rassemble systématiquement des millions de joueurs. Et en philosophie, on aime bien les loteries. C'est ça que je vous ai donné l'exemple d'une loterie. Voilà. Il est statistiquement normal que, par hasard, il est y ait eu plusieurs vainqueurs durant les 5 décennies. Il est statistiquement normal que par hasard, il y ait eu plusieurs vainqueurs durant les 5 décennies. Point. Cela aurait été au contraire un miracle si personne n'avait jamais remporté la loterie. Cela aurait été au contraire un miracle si personne n'avait jamais remporté la loterie. Cela aurait été au contraire un miracle si personne n'avait jamais remporté la loterie. Point. On comprend ainsi par analogie qu'il n'y a rien de miraculeux. On comprend ainsi par analogie qu'il n'y a rien de miraculeux à ce que certaines théories réussissent par hasard. On comprend ainsi par analogie qu'il n'y a rien de miraculeux à ce que certaines théories
réussissent par hasard. Il n'y a rien de miraculeux à ce que certaines théories réussissent par hasard. Point à la ligne, et on va noter encore une phrase pour ce petit 2. L'argument du miracle, virgule, en faisant du hasard un miracle, virgule. L'argument du miracle, virgule, en faisant du hasard un miracle, virgule. Propose un raisonnement douteux. Et le mot douteux est très gentil. L'argument du miracle, en faisant du hasard un miracle, propose un raisonnement douteux. Il n'y a rien de miraculeux à ce que des choses se passent par hasard, hein, si vous voulez. Ça, c'est pas un miracle, ça s'appelle des statistiques. Donc bon. On peut questionner ce raisonnement qui fait du hasard un miracle. Un petit peu bizarre. Bon, alors, vous pouvez sauter une ligne, on va noter le petit 3, troisième et dernier argument pour réfuter l'argument du miracle. Le nom du philosophe au tableau. Cool. On sait notamment grâce à Thomas Kuhn, on sait notamment grâce à Kuhn. Oui. Non, il n'y a pas de là, ce sont juste des arguments. On sait, enfin argument 1, argument 2, argument 3, c'est juste pour que vous ayez une structure bien définie. On sait notamment grâce à Kuhn, et vous pouvez noter entre parenthèses le titre du bouquin, La structure des révolutions scientifiques. La structure des révolutions scientifiques, publié en 1962. La structure des révolutions scientifiques. Des titres entre parenthèses. Donc on sait notamment grâce à Kuhn que les théories scientifiques sont incommensurables. On va expliquer, bien sûr, hein, même si on l'a déjà expliqué. On sait notamment grâce à Kuhn que les théories scientifiques sont incommensurables avec 2 N. Point. En effet, les nouvelles théories ne s'inscrivent jamais dans la continuité des anciennes. En effet, les nouvelles théories ne s'inscrivent jamais dans la continuité des anciennes. En effet, les nouvelles théories ne s'inscrivent jamais dans la continuité des anciennes. Point. Au contraire, l'émergence d'une nouvelle théorie, s'accompagne de rupture et entraîne généralement une révolution scientifique. Au contraire, l'émergence d'une nouvelle théorie s'accompagne de rupture et entraîne avec elle l'émergence d'une révolution scientifique. Pensez Newton versus Einstein. Chez Newton, oui. Au contraire, l'émergence d'une nouvelle théorie s'accompagne de rupture et généralement d'une révolution scientifique. Chez Newton, l'espace et le temps sont absolus. Chez Einstein, l'espace-temps est relatif. Chez Newton, la gravité est une force. Chez Einstein, la gravité n'est pas une force. Oui. Et généralement d'une révolution scientifique. Et donc on parle de révolution scientifique quand il y a ce renversement des hypothèses, ce renversement des valeurs presque, en science. Voilà. Par conséquent, il est difficile, voire impossible, de soutenir que 2 théories incommensurables, par conséquent il est difficile, voire impossible,
de soutenir que deux théories incommensurables sont toutes deux vraies au sens réaliste métaphysique du terme, terme sans H. Par conséquent, il est difficile, voire impossible, de soutenir que deux théories incommensurables sont toutes deux vraies au sens réaliste métaphysique du terme. Difficile de soutenir que deux théories incommensurables sont toutes deux vraies au sens réaliste métaphysique du terme. Point à la ligne. Je vais donner des petits exemples. Un réaliste scientifique au XIXe siècle. Un réaliste scientifique au XIXe siècle. Un réaliste scientifique au XIXe siècle soutiendrait que la théorie de Newton est métaphysiquement vraie. Un réaliste scientifique au XIXe siècle soutiendrait que la théorie de Newton est métaphysiquement vraie. Or, on sait que cette théorie est fausse. Point. Or, on sait que cette théorie est fausse. Elle est empiriquement fausse, en tout cas. Or, on sait que cette théorie est fausse. Point. Que penser alors d'un réaliste? Que penser alors d'un réaliste? Que penser alors d'un réaliste qui tiendrait pour métaphysiquement vraie la théorie d'Einstein? Point d'interrogation. Que penser alors d'un réaliste qui tiendrait pour métaphysiquement vraie la théorie d'Einstein? Point d'interrogation. On est presque au bout. Moins d'une page. À la ligne, nouveau paragraphe. Pour comprendre les événements antérieurs au Big Bang, donc je donne un deuxième exemple, pour comprendre les événements antérieurs au Big Bang, alors pour les créationnistes, imaginez que le Big Bang a eu lieu. Pour comprendre les événements antérieurs au Big Bang, la cosmologie a besoin d'unifier. Pour comprendre les événements antérieurs au Big Bang, la cosmologie a besoin d'unifier la théorie de la relativité. Pour comprendre les événements antérieurs au Big Bang, la cosmologie a besoin d'unifier la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Quantique, c'est QU, hein, c'est pas K. La cosmologie a besoin d'unifier la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Point. Or, ces deux théories sont incommensurables. Point. Or, ces deux théories sont incommensurables. Oui. La théorie de la relativité et la mécanique quantique. Macrophysique, microphysique. Point. Or, ces deux théories sont incommensurables. Point. En conséquence, au moins une des deux est fausse. En conséquence, au moins une des deux est fausse. Point. En conséquence, au moins une des deux est fausse. Point. En vérité, les deux sont sûrement fausses. En vérité, les deux sont sûrement fausses. Point à la ligne. Il est donc impossible de soutenir rationnellement. Il est donc impossible de soutenir rationnellement que les théories scientifiques
sont nécessairement de bonnes approximations de la réalité. Il est donc impossible de soutenir rationnellement que les théories scientifiques sont nécessairement de bonnes approximations de la réalité. Il est donc impossible de soutenir rationnellement que les théories scientifiques sont nécessairement de bonnes approximations de la réalité. Point, arrêtez d'écrire. Il restera un paragraphe, mais arrêtez d'écrire. Je vais faire une petite parenthèse. Hey, la chaire de philosophie au Collège de France est actuellement occupée par une professeure illustre et éminente qui s'appelle Claudine Tiercelin. Moi, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu, beaucoup écouté aussi. Je l'ai beaucoup écouté, beaucoup lu parce que je suis pas d'accord quasiment avec tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense. Parce que c'est une métaphysicienne et que bon, c'est comme si elle avait un peu la nostalgie de la métaphysique. C'est une grande spécialiste de Duns Scott et des stochastiques, n'importe quoi, de la pensée scolastique. Et on a l'impression quand on la lit que les scolastiques ont exercé sur son esprit une espèce de fascination dont elle n'arrive pas à se défaire. Je ne vais pas faire de la psychologie de Claudine Tiercelin, c'est pas la question. Mais ce que je voulais dire ici, c'est que souvent, ce minimum, c'est vraiment le strict minimum de culture scientifique, mais on est vraiment au minimum, peut manquer, ce minimum de culture scientifique peut manquer à certains philosophes. Alors, vous lisez Thomas Kuhn, vous lisez Karl Popper, vous lisez un grand nombre de Van Frassen, vous lisez d'autres que je ne vais pas citer, mentionner dans le cours, mais Kalimaki, Whitehead, enfin beaucoup de philosophes des sciences ont une très importante culture scientifique, Lakatos aussi, et ils savent de quoi ils parlent, et quand ils parlent de science, ils ne racontent pas n'importe quoi. Ils disent des choses très rigoureuses, très précises. Mais il peut arriver parfois que un philosophe puisse prendre la science pour objet et ne connaissant pas, n'ayant pas ce minimum de culture scientifique, se mettre à raconter n'importe quoi à ce sujet-là. Et c'est un peu le cas de Claudine Tiercelin. Et c'est surtout ce que vous ne devez pas faire, en fait. Je vous donne un exemple. Donc, dans un bouquin qui s'appelle Le ciment des choses, mais pas que, c'est quelque chose qui se retrouve dans ses cours au Collège de France. Et il faut savoir que beaucoup de ces professeurs illustres et éminents, en fait, ont une pensée très très réduite et passent leur temps à la répéter sous une forme légèrement différente, si ce n'est exactement la même, dans des articles et des livres qui portent des noms différents, alors que c'est exactement le même contenu. Enfin, bref, passons. Et donc, en fait, Claudine Tiercelin défend le réalisme scientifique. Et cette défense du réalisme scientifique repose essentiellement sur l'argument du miracle. Bon, alors l'argument du miracle, on sait qu'il est mauvais, mais imaginons qu'il soit valable. Le problème, c'est que derrière, les justifications qu'elle utilise sont complètement délirantes. C'est-à-dire qu'à un moment, elle vous explique que, en réalité, les théories sont très probablement de bonnes approximations du réel. Et elle dit qu'il est naturel, qu'il est normal, qu'il est métaphysiquement inévitable, qu'il en soit autrement. Pour elle, nécessairement, les événements réels, en fait, n'ont pas de détermination définitive, mais sont déterminés statistiquement. Pourquoi, d'après elle? Parce que c'est ce que nous enseigne la mécanique quantique. Parce qu'il est bien connu que la mécanique quantique n'est pas une discipline déterministe. La mécanique quantique est traduite sous des lois de la probabilité. Bon. Alors, à côté de cela, elle explique que l'incommensurabilité, alors je ne vais pas revenir sur les arguments de Tiercelin, mais que l'incommensurabilité des théories n'est pas un problème, parce que de toute façon, ça n'enlève rien au fait, justement, que les théories sont de bonnes approximations du réel. Donc, incommensurable ou pas, ça marche. Et si ça marche, c'est que c'est sûrement parce que c'est une bonne approximation du réel. Alors, si vous prenez ces deux arguments qui dans le bouquin Le ciment des choses, apparaissent à 150 pages d'intervalle, eh bien, vous les mettez ensemble l'un à côté de l'autre, et en fait, vous vous rendez compte que c'est n'importe quoi. Alors, pourquoi c'est n'importe quoi? N'importe quoi, c'est un peu violent de le dire comme ça, mais bon, c'est pas sérieux, si vous voulez. En fait, déjà, si on se documente un minimum sur la mécanique quantique, on sait que le consensus aujourd'hui en physique, c'est que la mécanique quantique est une discipline déterministe. Alors, pas de peau pour ceux qui pensent que c'est une discipline indéterministe. Or, Claudine Tiercelin ne fait que véhiculer un préjugé à travers certaines lectures, dont on ne va pas discuter ici, donc en véhiculant l'idée selon laquelle, le préjugé selon lequel la mécanique quantique est une discipline qui n'est pas une discipline déterministe, elle véhicule une grosse bêtise, pour ne pas dire autre chose. Ensuite, elle fait comme si les lois de la mécanique quantique pouvaient s'appliquer de manière absolument universelle à la réalité telle que nous la vivons. Mais là, il y a un problème, parce que si elle est réaliste,
Elle doit penser que les lois de la relativité s'appliquent de manière naturelle au monde tel que nous le vivons. Mais la relativité, elle est déterministe. Donc Claudine Kerssolien soutient en même temps que le monde suit des lois déterministes et des lois qui ne sont pas déterministes. Ça, c'est juste d'un point de vue logique, c'est n'importe quoi. Et après, il y a un problème avec l'incommensurabilité. Si Claudine Kerssolien savait que la théorie de la relativité et la mécanique quantique, qui sont des théories contemporaines, sont les théories qu'on utilise aujourd'hui en physique, si elle savait qu'elles étaient incommensurables, elle ne pourrait plus soutenir que les deux sont en même temps de bonnes approximations du réel. Mais comme elle ne sait pas que ces deux théories sont incommensurables, ou alors comme elle fait comme si elle ne le savait pas, elle soutient un discours qui est à la limite du débile léger. Enfin, c'est quand même très préoccupant de se dire qu'on peut avoir au Collège de France quelqu'un qui dit autant d'âneries. Bon, c'est comme ça. On sait bien comment elle a eu sa place après. Bon, alors, sautons une ligne, on y va. Dernier petit paragraphe. Les réalistes se défendent. Donc, dernière objection des réalistes, et comme ça, on va y répondre. Je vous donne ce petit paragraphe parce que si jamais, ça peut arriver, vous avez un correcteur, même si les correcteurs sont généralement très cléments, très généreux et très objectifs avec les copies, mais un correcteur un peu fatigué, ça peut arriver, vous savez, qui est en plus est réaliste, ça va le faire bondir si vous avancez des arguments anti-réalistes, et puis il aura cette objection, donc c'est bien que vous ayez la réponse à cette objection. Bon, bref. Les réalistes se défendent en affirmant que les équations de la gravité de Newton, les réalistes se défendent en affirmant que les équations de la gravité newtonienne, les réalistes se défendent en affirmant que les équations de la gravité newtonienne peuvent être déduites de la théorie de la relativité. Les réalistes se défendent en affirmant que les équations de la gravité newtonienne peuvent être déduites de la théorie de la relativité. Point. D'après eux, cela prouve que la théorie de Newton est une approximation de la théorie d'Einstein. D'après eux, cela prouve que la théorie de Newton est une approximation de la théorie d'Einstein. Virgule. Qui est elle-même une approximation de la réalité. Qui est elle-même une approximation de la réalité. L'idée là, c'est que les théories sont commensurables, du coup. Qui est elle-même une approximation de la réalité. Point. Évidemment, cet argument est fallacieux. 2 points. Évidemment, cet argument est fallacieux. 2 points. Il ne serait valide qu'à la condition que la théorie d'Einstein, il ne serait valide qu'à la condition que la théorie d'Einstein puisse être déduite de celle de Newton. Il ne serait valide qu'à la condition que la théorie d'Einstein puisse être déduite de celle de Newton. Il ne serait valide qu'à condition que la théorie d'Einstein puisse être déduite de celle de Newton. Là, effectivement, les théories seraient commensurables. Mais ce n'est pas le cas. C'est malheureusement totalement impossible puisque les hypothèses fondamentales sont radicalement différentes. Les équations le sont tout autant. Bon. Vous allez arrêter d'écrire un petit moment. Oula, ça fait déjà presque 1 heure. Bon. Bon, alors là, ce que je vais vous expliquer, c'est un point assez important du programme de philosophie. C'est un incontournable, je le fais tous les ans. On peut difficilement faire un cours sur la connaissance, sur la raison, sur le réel, sur la vérité, sur la science, sans avoir abordé ce point théorique.
c'est 2.2, et on va l'appeler ça la réfutabilité des théories. Donc on aurait pu aussi parler de falsifiabilité. Bon, falsifiabilité est un mot horrible, bien sûr. Enfin, un mot horrible. C'est un néologisme qui vient de l'anglais falsify. Et falsify, ça veut dire réfuter. Alors, je vais noter rapidement les auteurs. Je vais essayer de vous expliquer tout ça. Oui. Ce qu'on vient d'écrire, c'était encore dans la réfutation d'un argument du Oui, c'est ça. Ouais. Oui, un premier argument, deuxième argument, troisième argument. Oui, voilà, comme ça, c'est bien si vous en souvenez d'au moins un ou deux. Oui, alors point important, parce que... Oui. Dans une copie, du coup, avec un seul des trois arguments. Bon, en fait, ça dépend. Disons que vous n'êtes pas obligé de les développer autant que je l'ai fait là. Si je les ai développés autant ici, c'est pour que vous ayez une connaissance, en fait. Mais en réalité, dites-vous que votre correcteur comprend ce que c'est que l'argument du miracle. Alors, vous devez quand même le restituer, l'argument du miracle. Votre correcteur, vous n'êtes pas obligé de développer autant. Vous pouvez dire que c'est normal. En fait, par exemple, l'exemple de la loterie, vous pouvez dire simplement c'est normal que par hasard, une théorie parvienne à faire ce qu'on attendait. C'est le hasard statistique. Vous n'êtes pas obligé de autant développer. Je développais pour expliquer aussi. Il y a une dimension pédagogique, on va dire. Mais bon, si vous pouvez balancer les trois arguments, c'est bien. Mais ça dépend de la question, en fait. Si la question est une question d'épistémologie générale, ça peut être pertinent ou pas de les utiliser. Si c'est une question très axée sur la science, ça peut être très pertinent de les utiliser. Ça dépend. Alors, donc, je vous disais que c'était une question importante. Alors oui, j'ai mis réfutabilité, entre parenthèses, falsifiabilité des théories, parce que le texte original, Karl Popper utilise le mot falsify qui veut dire réfuter. Mais... Il y a une traduction, je ne dirais pas de qui encore, parce que bon, ça va rager dans les commentaires, mais qui a cru bon d'utiliser le mot falsifier. Vous ferez une recherche sur le traducteur qui a osé faire ça. Et ça vous donnera, ça vous éclairera au sujet de la société actuelle, peut-être. Bon, alors, cette question de réfutabilité, vous allez voir comment on va la reconnecter avec la notion de vérité, puisque la notion de vérité est en fait centrale, et la notion de vérité par rapport à la réalité. Alors, il y a un philosophe très connu au début du XVIIIe siècle, fin XVIIe, début XVIIe, qui s'appelle David Hume, et David Hume est un philosophe sceptique, et il pose un problème fondamental en épistémologie, qu'on appelle le problème de l'induction, ou on l'appelle aussi aujourd'hui, en hommage à David Hume bien sûr, le problème de Hume. Si on vous parle du problème de Hume, c'est qu'on vous parle du problème de l'induction. Alors rappelez-vous que je vous avais signalé qu'il existait trois types de raisonnement. Le raisonnement abductif, donc ça c'est l'argument du miracle, le fait d'inférer de l'observation d'un phénomène une explication qu'on croit être la meilleure. L'argument inductif, induction, ça c'est le fait d'inférer une loi générale à partir d'observations répétées. Donc en fait, cette loi est censée être tirée de l'expérience, à partir de l'expérience vécue, à partir des observations empiriques, on tire une loi générale. Induction, évidemment, ça suppose qu'il y ait des régularités dans ces observations. Et le raisonnement déductif, la déduction, alors ça c'est quoi? C'est le fait simplement... Alors, le raisonnement déductif, il s'affranchit complètement en tout cas il n'est pas nécessairement rattaché au domaine empirique, il peut être purement théorique, puisque c'est le raisonnement qu'on utilise dans les théories. Une théorie c'est quoi? C'est un ensemble d'énoncés qui découlent logiquement parce qu'ils sont déduits de certaines hypothèses. Vous avez des hypothèses, et puis de ces hypothèses, vous déduisez des énoncés, ça c'est ce qu'on appelle une théorie. Donc, je vous donne l'exemple d'un raisonnement déductif.
très très basique. Si A est supérieur à B et B supérieur à C, on peut en déduire que A est supérieur à C. Déduction. Donc, on est complètement là détaché de la dimension empirique du raisonnement. Alors Hume, lui, pose un problème qui est relatif à l'induction. En fait, ce qu'il se demande, c'est s'il est possible d'établir des connaissances absolument certaines à partir d'observations empiriques, s'il est possible, rationnellement, d'inférer des lois générales à partir d'observations. Donc en fait, il se demande si le raisonnement inductif est valide, tout simplement. Est-ce que le raisonnement inductif est fondamentalement, est absolument valide ou pas? Et alors, Hume prend un exemple fameux dans l'enquête sur l'entendement humain, qui est l'exemple d'une partie de billard. Imaginons que nous jouions au billard, ce que nous ne faisons pas, mais bon, on peut l'imaginer. Alors, quand on joue au billard, l'idée c'est avec la boule blanche, vous tapez une autre boule pour que, alors ça dépend si vous jouez au billard français ou au billard, américain, mais pour qu'elle atteigne tel ou tel objectif. Bon. Alors, Hume remarque que quand on joue au billard, quand une boule en heurte une autre, la boule de billard qui a été heurtée se met en mouvement, comme si la première boule imprimait en mouvement à la seconde, comme si le fait que la première boule de billard ait heurté la seconde boule de billard soit la cause de cette mise en mouvement de la seconde boule de billard. En tout cas, ce que dit Hume, c'est qu'on peut observer, empiriquement, on peut observer qu'il y a une conjonction d'événements. Il y a une conjonction. C'est-à-dire que, généralement, toujours d'ailleurs, dans des conditions normales bien sûr, hein, vous balancez une boule de billard sur une autre boule de billard, eh bien, il se passe que l'autre boule de billard se met à se déplacer. Voilà. Ces deux événements sont conjoints. Aujourd'hui, on ne parlerait pas de conjonction, on parlerait plutôt de corrélation. L'idée est la même. Et Hume se dit, mais peut-on être certain qu'il y a une connexion entre ces deux événements? Il y a une conjonction, mais y a-t-il une connexion? Et quand on parle de connexion, en fait, aujourd'hui, on parlerait de causalité. C'est-à-dire que dans la corrélation, il y a de la contingence, ça pourrait arriver ou pas. Dans la causalité, il y a de la nécessité. Vous comprenez bien que si un événement en cause un autre, quand la cause est présente, l'effet est toujours présent. Logique. Alors que dans la corrélation, il y a de la contingence. Vous pouvez aller sur Internet et taper corrélation absurde et vous allez tomber sur un site qui vous donne tout un tas de corrélations complètement débiles. Par exemple, on s'aperçoit que dans les pays européens où il pleut beaucoup, le taux de chômage est très faible. Est-ce que ça veut dire que la pluie est la cause du plein emploi? Non. Ou est-ce que ça veut dire que le plein emploi est la cause de la pluie? Ça pourrait être dans ce sens aussi. Très peu probable. Bon, donc, en gros, l'idée, c'est pas parce que deux événements sont conjoints, c'est pas parce que deux événements sont corrélés par des contingences, qui sont connectés causalement, nécessairement. La causalité qui unit deux événements, elle n'est pas facile à établir. Alors, Hume se dit, mais quand même, comme à chaque fois que je joue au billard, les boules qui s'entrechoquent impriment un mouvement aux autres boules de billard, il semblerait qu'elles soient connectées. Il semblerait qu'il y ait un lien de causalité. Mais le problème, c'est qu'on est incapable, avec certitude, d'établir l'existence de ce lien qui serait une espèce de lien métaphysique, en quelque sorte. Parce qu'on peut parfaitement imaginer, pour une raison ou pour une autre, que un jour, on balance une boule de billard sur une autre, et puis, je sais pas, ça ne fonctionne plus. On peut prendre un autre exemple. Tous les jours, on voit le soleil qui se lève, voilà. Et puis, on a fait une loi générale, le soleil se lève à l'est, tous les matins, jusqu'au jour où il se lèvera pas. Donc en fait, on ne sait pas du tout si cette loi générale est vraie. Oui? Non? J'entends des voix, des hallucinations. Bon, alors Popper reprend cette question à son compte. Alors il ne prend pas l'exemple des boules de billard, lui il prend l'exemple des cygnes, des oiseaux, vous savez. Puis il dit voilà, bon, jusqu'à présent on a observé que tous les cygnes étaient blancs. Est-ce que c'est valable de dire que tous les cygnes sont blancs? Réponse non, parce qu'on peut imaginer un cygne qui serait non blanc. Oui. En plus, oui. Ouais. C'est une expérience de pensée. Donc on peut imaginer des signes qui seraient non blancs. Et alors Popper dit, mais alors, ok, et alors si on rencontrait un signe non blanc et qu'on supposait que la loi inférée inductivement à partir des observations selon laquelle tous les signes sont blancs est vraie, qu'est-ce qu'il faudrait en conclure? Il faudrait en conclure que ce n'est pas un signe. Je vais vous donner encore un autre exemple pour vous permettre peut-être de vous familiariser avec cette pensée-là.
Popper remarque que le plomb fond à une certaine température. Alors, je ne sais pas, 300 et quelques degrés Celsius, je me souviens plus très bien. Pas très important. Alors, ils font à une certaine température, donc on va dire à X degrés Celsius, dans des conditions de pression atmosphérique, disons, normales, telles qu'elles sont à la surface de la Terre. Mais si on place le plomb dans des conditions de pression atmosphérique différentes, sa température de fusion peut augmenter ou diminuer en fonction de la pression atmosphérique. Et alors ce que dit Popper, c'est ceux qui pensent qu'ils peuvent inférer inductivement à partir de leurs observations une règle générale selon laquelle le plomb fond à X degrés Celsius, doivent accepter l'idée selon laquelle une matière qui est identique à celle qui fond à X degrés Celsius, lorsqu'elle est placée dans des conditions atmosphériques différentes et qu'elle fond à Y degrés Celsius, n'est pas du plomb. Or, c'est évidemment du plomb. On atteint bien là, la limite du raisonnement inductif. Mais alors, l'idée qui est derrière est encore plus forte. L'idée de Popper, c'est que ce qu'on doit déduire de ce raisonnement, c'est que, eh bien, à partir de l'observation, on ne peut tirer aucune règle générale absolument certaine. Ce qui veut dire, ce qui peut être généralisé sous la forme suivante, on ne peut jamais prouver par l'expérience qu'une théorie est vraie. On ne peut pas montrer expérimentalement qu'une théorie est vraie. Une observation empirique peut corroborer une théorie, elle peut échouer à montrer qu'elle est fausse, mais elle ne peut pas montrer qu'elle est vraie, puisqu'il est impossible à partir des observations d'inférer un énoncé théorique qui soit absolument vrai. Par conséquent, à chaque fois qu'on fait des expérimentations, alors évidemment dans la pratique réelle de la science, quand on fait des expériences, on espère avoir des résultats qui corroborent la théorie. On ne teste pas notre théorie en espérant qu'on trouve qu'elle soit fausse, qu'elle est fausse. Mais à chaque fois qu'on échoue à montrer qu'elle est fausse, on ne la vérifie pas. On ne peut pas vérifier une théorie scientifique. C'est logiquement impossible de vérifier qu'une théorie est vraie. C'est pas possible. Donc à chaque fois qu'un gourou, je ne sais pas s'il est témoin de Jéhovah ou quelque autre gourou, vienne sonner chez vous pour vous expliquer, regardez la parole de machin truc, c'est vrai, parce que ceci s'est passé, vous lui répondez, des événements particuliers, des observations empiriques ne peuvent pas vérifier une théorie. Ils ne peuvent que la corroborer. Ils ne peuvent pas la vérifier. Donc on ne sait pas si c'est vrai. Voilà. PLS, normalement, voilà. Il vous jette de l'eau bénite à la figure. En fait. Bon, donc ça c'est la première chose. Ce qu'il faut en conclure, il ne faut pas s'arrêter là. On avance un peu et on peut se demander si on peut prouver, en revanche, par l'observation empirique, qu'une théorie est fausse. Et là, oui, c'est possible. Pourquoi c'est possible? Parce qu'une théorie, c'est, je vous ai dit, c'est un ensemble d'énoncés, c'est quelque chose qui appartient au domaine strict de la logique. La théorie, elle n'appartient pas au domaine empirique à proprement parler. Mais on peut confronter des explications et mieux encore des prédictions théoriques à une situation empirique qui serait la situation empirique telle qu'elle serait décrite par la théorie. Par exemple, on peut prédire, je ne sais pas, la vitesse de la chute d'un corps dans le vide, ou on peut prédire sa trajectoire, des choses comme ça, ou des choses beaucoup plus compliquées, bien sûr. La théorie peut donc faire des prédictions qui ont une portée empirique, et ces prédictions qui ont une portée empirique peuvent être testées expérimentalement. Et on comprend bien que dès lors que le résultat expérimental ne corrobore pas la théorie, c'est-à-dire que dès lors que le résultat expérimental est contraire à ce que prédit la théorie, dès lors qu'on peut produire un énoncé qui est différent de l'énoncé prédictif de la théorie suite à l'expérimentation, alors la théorie, eh bien, elle est réfutée. On a montré qu'elle était fausse. Bon, alors, en réalité, c'est quand même pas exactement comme ça. Si vous traînez, certains d'entre vous, un peu trop sur les réseaux sociaux et que vous avez affaire, je ne sais pas, à quelques zététiciens malveillants, la zététique, en gros, c'est de la vulgarisation de l'épistémologie. Les zététiciens, quand citent Popper à tort et à travers, ils considèrent que voilà, on peut montrer avec une seule expérience qu'une théorie est fausse. Non, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça marche. On ne peut pas montrer avec une seule expérience qu'une théorie est fausse. Ça, on le sait depuis le début du XXe siècle. C'est un philosophe, Pierre Duhem, qui l'a montré en faisant une démonstration logique. La conclusion de la démonstration, c'est qu'il n'existe pas d'expérience cruciale. Alors pourquoi est-ce qu'il n'existe pas d'expérience cruciale qui peut absolument montrer qu'une théorie est fausse? Parce que quand on fait un test empirique, on ne sait pas si on teste directement la théorie
Donc on ne sait pas si on teste directement les hypothèses de la théorie ou si on teste d'autres choses. Ça peut être des énoncés qui sont erronés au cours de la démonstration qui donnent lieu à la prédiction, par exemple. Et puis ça peut être des choses qui sont moins visibles. Exemple, imaginez que vous faites de la chimie, vous faites de la physique, et puis votre théorie produit la prédiction suivante: l'eau bout à 100 degrés, dans des conditions de pression atmosphérique telles qu'elles sont ici. Vous faites chauffer une casserole d'eau, vous la faites bouillir, vous plantez un thermomètre à l'intérieur de la casserole, il affiche 20 degrés. Qu'est-ce que vous en concluez? Conclusion. Votre théorie dit l'eau bout, oui? Que l'eau ne peut pas nécessairement à 100 degrés. Oula, vous êtes très courageux. Oui? Ah oui, ça, oui, le thermomètre est peut-être cassé. Moi, je changerai de thermomètre au cas où, quand même. En fait, si vous avez observé que jusqu'alors l'eau bout à 100 degrés, ce serait quand même très étonnant que l'eau se mette à bouillir à 20 degrés, vous voyez. Ça dépend si on est dans une salle à basse pression. Oui, non, dans des conditions de pression atmosphérique normales, je dis bien. Ah, Ouais. ah bah d'accord. Non, en fait, l'idée, c'est que l'idée de Popper le dit explicitement, ça. Quand on fait une expérimentation, on teste aussi. On ne teste pas directement les hypothèses théoriques. On fait des hypothèses sur le bon fonctionnement des instruments qu'on utilise, sur le fait que le contexte réel, empirique, est identique au contexte tel qu'il est décrit dans la théorie. En fait, on ne sait pas vraiment. On ne peut pas vraiment tester directement les hypothèses. C'est la raison pour laquelle, pour montrer qu'une théorie est fausse, il ne suffit pas d'une seule expérimentation, mais il faut répliquer la même expérimentation un très grand nombre de fois. Et ce n'est que quand une expérimentation répliquée un très grand nombre de fois découle toujours sur les mêmes résultats de nature à rejeter la théorie, qu'on peut commencer à penser à rejeter la théorie. Mais là, c'est la pause. Là. Par exemple, en mathématiques, on peut tout à fait trouver quelque chose de fausse. Oui, alors ça vaut uniquement pour les sciences empiriques. C'est-à-dire les sciences empiriques, c'est-à-dire les sciences qu'on peut relier à l'expérience sensible. En mathématiques, les mathématiques n'ont pas besoin de la réalité empirique pour exister. C'est de la pure théorie. Ok, on reprend. Oui. Alors bien sûr, ce que je vous dis là, un de vos camarades a fait la remarque juste après qu'on a sonné la pause, ça ne vaut que pour les sciences empiriques. C'est-à-dire les sciences qui ont un rapport avec la réalité empirique. Ce que je vous dis n'a aucune valeur pour des disciplines purement théoriques, comme les mathématiques par exemple. Parce que les mathématiques n'ont pas d'application empirique. Certaines mauvaises langues diraient que ce que je vous dis là n'a aucune validité pour les théories économiques, parce que les théories économiques n'ont aucune application empirique. En tout cas, elles ne fonctionnent pas. Mais disons que ça vaut pour les sciences empiriques. Alors, l'idée, rappelez-vous, c'est que donc, on peut montrer expérimentalement, par l'expérience, qu'une théorie est fausse. Mais il faut pour cela répliquer un grand nombre de fois l'expérience pour s'assurer que ce n'est pas à cause d'une hypothèse cachée que la théorie est fausse. Je vous donne un exemple fameux. Quand on a observé que l'orbite d'Uranus ne correspondait pas à ce que prédisaient les lois de Newton, on n'en a pas conclu que la théorie de Newton était fausse. Au contraire, on avait tellement confiance en la théorie de Newton qu'on a fait l'hypothèse qu'il existait une autre planète au-delà d'Uranus qui induisait la modification de son orbite. Et il se trouve que ça a fonctionné puisqu'on a découvert Uranus. On a découvert, Neptune, excusez-moi. Donc bon. Donc, tout ça pour vous dire qu'on ne rejette pas à la première expérience une théorie. C'est très facile de fabriquer une expérience qui permettrait comme ça de réfuter une théorie, mais bien sûr ce ne serait pas rigoureux. Mais ce qui est important de noter, c'est que, en tout cas, l'expérimentation ne peut pas montrer qu'une théorie est vraie, mais elle peut quand même montrer qu'elle est fausse. C'est la raison pour laquelle Popper préconise, contrairement justement au raisonnement inductif, en opposition au raisonnement inductif, pour les disciplines qui sont les sciences empiriques, préconise le raisonnement qu'on appelle hypothético-déductif. Pour lui, c'est ainsi que fonctionnent les sciences. Alors, c'est très facile, c'est un gros mot, mais très facile à comprendre en réalité, tout est dans le mot. Les théories scientifiques proposent des hypothèses, l'espace-temps est relatif, rien ne va plus vite que la lumière, par exemple. Elles déduisent des énoncés à partir de ces hypothèses, des énoncés formalisés généralement en langage mathématique, mais bon, c'est pas absolument nécessaire, c'est pas nécessaire en soi. Donc elles déduisent, le formalisme mathématique permet des déductions rigoureuses, si vous voulez. On déduit des hypothèses des énoncés. Certains de ces énoncés sont des explications.
d'autres sont des prédictions, et on peut tester ces prédictions empiriquement parlant. Si l'expérience sensible ou l'observation empirique donne raison à la théorie, on dit que la théorie est corroborée et pas vérifiée puisqu'on ne peut pas la vérifier. Donc, par exemple, la théorie d'Einstein prédit que les ondes lumineuses étaient déviées par les corps massifs, elle prédit l'existence des trous noirs, elle prédit l'existence d'ondes gravitationnelles, tout un tas de choses qu'en fait, qui ne sont que des objets théoriques, hein, parce que Einstein, lui, quand il écrit sa théorie, et quand les physiciens reprennent la théorie d'Einstein et l'approfondissent, ils n'ont jamais observé de trous noirs, ils n'ont jamais observé la déviation des ondes lumineuses, ils n'ont jamais observé d'ondes gravitationnelles. Bon, ce sont des objets théoriques. Et puis, il se trouve qu'on peut, au fur et à mesure, tester ces prédictions théoriques. Il se trouve qu'on a pu observer la déviation des ondes lumineuses, qu'on a observé des trous noirs, indirectement certes, mais on les a observés quand même, et qu'on a observé il n'y a pas très longtemps aussi, presque 100 ans après la théorie de la relativité est née, les ondes gravitationnelles. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait toutes ces observations qui corroborent la théorie, parce qu'elles sont en adéquation avec les prédictions théoriques, que la théorie est vraie. Problème de l'induction. Donc on fait des hypothèses, on en déduit des énoncés et on les teste empiriquement. Donc on peut corroborer donc les prédictions et la théorie à travers des expériences réussies et on peut les réfuter à travers des expériences dont les résultats montrent que les prédictions sont incorrectes. Mais c'est pas parce qu'on a des expériences qui montrent que les prédictions sont incorrectes qu'on se débarrasse systématiquement des théories. Pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, on pense qu'effectivement la théorie de Newton a fini par être rejetée parce qu'on avait des gros soupçons quant à sa validité, notamment à cause du problème de l'orbite de Mercure. Mais si en fait on s'est débarrassé de la théorie de Newton, c'est pas parce qu'on savait qu'elle était fausse, c'est parce qu'on a trouvé une meilleure théorie. Bon, on s'en est débarrassé. Je dis ça parce que pour ceux qui font de la SES, qui se demandent pourquoi on continue à garder des théories économiques toutes moisies qui prédisent absolument rien, qui n'expliquent rien, c'est parce qu'on n'arrive pas à proposer mieux. Maintenant, il faudrait se demander pourquoi on n'arrive pas à proposer mieux. Bon, voilà. Donc ça, il faut bien saisir, la fonction de l'expérimentation, c'est la réfutation. Dernière étape du raisonnement, Popper voit ici un critère de discrimination entre science et non-science. Donc la réfutabilité, d'après Popper, c'est un critère de discrimination qui permet de discriminer ce qui relève de la science d'une part et ce qui n'en relève pas d'autre part. Pour Popper, et c'est juste un raisonnement logique là, une théorie qui est réfutable, qui est logiquement réfutable, c'est-à-dire une théorie pour laquelle on peut imaginer une expérience qui donnerait tort à la théorie, une théorie réfutable, c'est une théorie scientifique. Elle suit un processus qui est autocorrectif, c'est-à-dire que la communauté scientifique peut corriger les erreurs de la théorie et ainsi la faire progresser et produire de nouvelles connaissances. À côté de ça, les théories qui sont irréfutables ne sont pas des théories scientifiques, elles appartiennent à de la pensée magique. Par opposition aux théories réfutables, ces théories-là ne suivent pas un processus autocorrectif, elles stagnent et on ne peut imaginer aucune expérience qui les prendrait à défaut. Ce qui veut dire que ces théories sont toujours vraies. Je vais vous donner deux exemples, un tiré de la science et un qui n'est pas tiré de la science. Aujourd'hui, il y a un débat très important dans les communautés scientifiques, en physique, parce qu'on n'arrive pas à unifier la théorie de la relativité générale et la mécanique quantique. Et il y a deux théories principales qui sont en concurrence, même s'il y en a d'autres. Les deux théories qui sont les plus représentées, qui sont en concurrence pour réaliser cette unification, sont la mécanique quantique à boucle d'une part, et d'autre part, la théorie des cordes. Voilà. Monsieur, Oui, la la gravitation quantique à boucle. Merci, monsieur. La gravitation quantique à boucle d'une part, et d'autre part, la théorie des cordes. Et alors, la théorie des cordes, ceux qui défendent plutôt la gravitation quantique à boucle, eh bien, se demandent si la théorie des cordes n'est pas une pensée un peu magique. Moi, j'ai lu quelques papiers dans Science and Nature où vous avez des physiciens qui disent oui, bon, la théorie des cordes, c'est un peu de l'astrologie finalement, texto, c'est comme ça qu'ils en parlent. C'est de l'astrologie, c'est de la cartomancie. Pourquoi est-ce qu'ils disent cela? Parce que la théorie des cordes fait des prédictions qui sont impossibles à tester.
Par exemple, la théorie des cordes prédit que nous existons dans un multivers. Et que dans chacun des univers qui composent ce multivers, alors des multivers par milliards de milliards, hein, dans chacun des univers que compose ce multivers, eh bien, il y a des lois de la physique différentes qui s'appliquent. Or, comment peut-on imaginer observer les autres univers? Ça va être compliqué. La théorie des cordes prédit que nous vivons non pas dans un espace-temps à 4 dimensions, mais à 9 dimensions. Donc il y aurait non pas 3 dimensions d'espace, mais 8. Et si on n'arrive pas à observer les 8 autres, c'est parce qu'elles sont trop petites pour être observées. Moins. Et alors les théoriciens des cordes disent oui, mais peut-être qu'un jour on aura les appareils de mesure suffisants pour observer le multivers, bien sûr, et pour observer les autres dimensions d'espace. Who knows? Voilà. Mais ça ne semble pas très réfutable. Et donc, cette théorie-là, c'est pour ça que ses adversaires essaient de la discréditer, en quelque sorte. Se disent là, elle n'entre pas dans les critères poppériens de falsifiabilité ou de réfutabilité. On ne peut pas la tester empiriquement. En tout cas, on ne peut pas tester ses prédictions majeures empiriquement. La théorie d'Einstein, on pouvait parfaitement tester ses prédictions majeures. La théorie de la mécanique quantique, on peut parfaitement tester ses prédictions. En plus, il se trouve que les prédictions de la théorie des cordes qu'on peut tester sont généralement de mauvaises prédictions. Ça n'ajoute rien de bon. Et puis, je peux vous donner un exemple tiré de la religion. On voit bien comment dire, les dégâts collatéraux que peut faire un discours irréfutable sur les cerveaux humains, en prenant les textes religieux. Une religion, prenons les religions du livre. Une religion, c'est un dogme qui est vrai de toute éternité. Le christianisme, depuis 1500 ans, n'a pas vraiment beaucoup évolué. L'islam, depuis plus d'un millénaire, n'a pas beaucoup vraiment évolué. Le judaïsme non plus d'ailleurs. Les croyants croient aux mêmes choses, à peu près, hein, bien sûr. Je ne suis pas historien des religions. Croient aux mêmes choses aujourd'hui qu'il y a 500 ans ou qu'il y a 1000 ans. Et voilà. Alors, pour les chrétiens les plus... comment les qualifier sans se montrer, sans les qualifier de manière trop péjorative? Pour les chrétiens les plus radicaux, dirais-je. Eh bien, voilà, vous pouvez documentez-vous sur certaines familles nobiliaires qui n'ont pas été décapitées pendant la Révolution et dont les héritiers existent encore aujourd'hui. Eh bien, il faut obéir à certains principes, vous voyez, ne pas pécher avant le mariage, par exemple, ou jeûner pendant le carême, ou écouter la messe en latin, des machins comme ça. Mais ces trucs-là, ce sont des traditions qui avaient peut-être une valeur il y a 2000 ans. On peut se questionner aujourd'hui sur leur validité. Pourquoi est-ce que dans le judaïsme ou dans l'islam, on ne mange pas de porc? Parce que c'est écrit dans le livre. Est-ce que c'est quelque chose de rationnel? Pas du tout. Ça n'a rien de rationnel. C'est juste qu'il y a des mecs qui ont cru bon pour une raison, bonne ou mauvaise, il y a quelques siècles ou millénaires de cela, de dire qu'il ne fallait pas manger de porc. Alors peut-être que c'était légitime à l'époque, peut-être pour des raisons sanitaires d'ailleurs. Mais bon, aujourd'hui, voilà, il n'y a pas grand monde qui meurt parce qu'il mange du porc, vous voyez. Donc on voit bien que si ces théories avaient été des processus rationnels au sens poppérien, les chrétiens peut-être arrêteraient de jeûner pendant le carême et puis de venir saouler les gens avec tous leurs principes. Et puis les musulmans et les juifs peut-être mangeraient du porc. Ils se diraient, ah oui, on va peut-être se calmer avec ça, quoi. Voilà. Bon. Or, c'est pas ce qui se passe. Pourquoi? Parce que justement, ces discours religieux sont des discours parfaitement parfaitement irréfutables. Et donc, comme ils sont irréfutables, on ne peut jamais s'en prendre à eux, on ne peut jamais les attaquer, on n'a pas de prise sur eux. Quoi qu'il arrive, l'expérience ne pourra jamais avoir de prise sur ces discours religieux. C'est de la pensée magique. Alors, je vous donne un exemple amusant, tiré du christianisme. Moi, j'ai une tante, si vous voulez, j'ai une tante qui aime bien aller à Lourdes. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'elle aime bien aller à Lourdes? Parce que elle souscrit à une théorie. Cette théorie, on va l'appeler le christianisme. Voilà. Et cette théorie fait une prédiction, donc suite à un raisonnement très rigoureux, bien sûr. Cette prédiction, on va l'appeler P. Et cette prédiction, c'est l'eau de Lourdes guérit. Vous connaissez Lourdes? Donc, Lourdes, c'est une ville en France, dans les Pyrénées, dans laquelle... alors, je vous donne le raisonnement qui permet d'arriver là. Donc, au XIXe siècle, il y a une femme qui s'appelait Bernadette et qui a vu la Vierge et entendu la Vierge dans une grotte à Lourdes.
Et donc, elle a eu plus de 20 ou plus de 30 apparitions. Il y a des gens qui venaient pour assister aux apparitions. Alors, il y a toujours il y avait elle qui la voyait. Et là, on a déduit rationnellement que l'eau qui sortait de cette source avait des vertus miraculeuses. Bon, ça, c'est le raisonnement qui permet d'arriver à cette conclusion. Bon, enfin bref. Et donc, vous avez des millions de personnes qui, tous les ans, vont à Lourdes faire un pèlerinage pour éventuellement être guéris. Et là, il se passe des choses. C'est que effectivement, on pourrait se dire, bon, eh ben, on n'a qu'à tester notre théorie et se dire, voilà, on n'a qu'à voir si les gens qui vont à Lourdes guérissent ou pas. Et comme ça, s'ils guérissent, ça veut dire que la théorie est corroborée. Et s'ils guérissent pas, ça veut dire que la théorie, elle est réfutée. Bon. Alors, est-ce qu'il y a des gens à Lourdes qui guérissent? Mais oui, il y en a. Il y a des gens qui viennent dans leur fauteuil roulant à Lourdes, on les balance dans la flotte, et puis ils se mettent après à courir comme des lapins, si vous voulez. Non mais vraiment, ça existe. Bon, j'exagère à peine, en fait, ils se remettent à marcher, c'est vrai. Il y a des guérisons inexpliquées à Lourdes. Il y a des gens qui guérissent du cancer après avoir été à Lourdes. Il y a des gens qui guérissent de tout un tas de trucs après avoir été à Lourdes. Donc ça semblerait corroborer que l'eau de Lourdes guérit, et donc valider le raisonnement... Cette histoire de, vous savez, la schizophrène qui veut entendre des voix, et bon, voilà, donc c'est miraculeux. Bon, bref. Mais le problème qu'on a, c'est qu'il y a des études qui sont sorties là, sur cette question-là. On s'est rendu compte que l'eau de Lourdes, qu'il y a autant de guérisons miraculeuses, ou pour parler plus rigoureusement, qu'il y a autant de guérisons inexpliquées à Lourdes qu'il y en a dans les hôpitaux. Ce qui tendrait à vouloir dire que la guérison de l'eau de Lourdes ne dépasse pas l'effet placebo. Ce qui tendrait à dire que on n'est pas très certain que l'eau de Lourdes cause la guérison des gens, si vous voulez. En tout cas, s'il n'y a pas statistiquement, enfin en proportion plus de gens qui guérissent à Lourdes que dans les hôpitaux, ça veut dire que l'effet de l'eau de Lourdes sur la guérison n'est pas du tout avéré. Sinon, beaucoup plus de personnes qui iraient à Lourdes guériraient que dans les hôpitaux. Voilà. En plus, le problème, quand vous allez à Lourdes, vous avez le risque, je sais pas, d'avoir un accident de voiture, un accident d'avion, enfin, donc, vous augmentez vos risques de mourir. Alors là, c'est embarrassant parce qu'il semblerait que la théorie chrétienne soit réfutée. Mais non. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit, il y a des hypothèses cachées, ce qu'on appelle des hypothèses auxiliaires, et dans le cas présent, on va les appeler des hypothèses ad hoc, c'est-à-dire des hypothèses qui permettent de sauver la théorie, des hypothèses qui sont faites en vue de, ad hoc, en vue de sauver la théorie. Première hypothèse, si vous êtes un chrétien attentif, vous savez que seuls les hommes de foi bénéficient des miracles. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est dans les évangiles. Vous avez lu les évangiles. C'est vrai que c'est dans les évangiles. Ça. Regardez, dans les évangiles, Jésus retourne dans sa ville natale, Bethléem, et là, il n'arrive à guérir personne. Pourquoi? Il explique, il dit, parce que chez moi, de là où je viens, les gens n'ont pas suffisamment la foi. Rappelez-vous cette scène dans laquelle Jésus chemine comme ça au milieu d'une foule, un peu comme John Lennon, et là, quelqu'un lui attrape sa robe, et il sent que quelqu'un lui a attrapé sa robe, il se retourne, il voit une femme complètement en panique, et il lui dit, mais pourquoi tu as attrapé ma robe? Elle lui répond, parce que mon fils est malade, et je pensais qu'en attrapant ta robe, il serait guéri. Ce à quoi Jésus lui répond, ta foi t'a sauvé. C'est la foi qui sauve. Rappelez-vous quand Jésus marche sur l'eau, tranquillement, au milieu d'une tempête, et là, Pierre lui dit, mais comment tu fais? Et il dit, viens, rejoins-moi. Pierre arrive, Pierre marche sur l'eau, puis tout d'un coup, Pierre se pose une question, il se dit, mais c'est pas possible en fait. Et Pierre coule. Et que lui dit Jésus? Homme de peu de foi. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça marche, c'est la foi. Lisez les évangiles, ils sont quand même de très beaux textes. C'est la foi. Et on comprend bien que la foi, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer. C'est pas quelque chose qu'on peut évaluer. Ça se trouve, tous les gens qui vont à Lourdes n'ont pas du tout la foi. Ils sont purement intéressés, ils veulent juste guérir. Et puis ça marche, ça marche pas. Donc, si vous voulez, notre expérience ne prouve pas que le christianisme est faux. Mais alors, soyons un peu plus charitables avec les gens qui vont à Lourdes et disons-nous, bon, ils ont la foi. Ils ont la foi, mais alors pourquoi ils ne guérissent pas même s'ils ont la foi? Parce que, deuxième hypothèse, vous avez lu les évangiles, vous avez lu les actes des apôtres.
la volonté de Dieu, bon, en fait, ça se résume à une phrase plus simple, Dieu a un plan. Et nous ne sommes pas là pour juger du plan de Dieu. Dieu veut des choses pour nous, et ça se trouve, Dieu ne veut pas, pour de bonnes raisons, que nous guérissions. Peut-être qu'il ne veut pas. Et après tout, on peut très bien comprendre qu'il ne veuille pas que nous guérissions. C'est vrai, il a peut-être ses raisons à lui. Et donc, on a beau avoir toute la foi qu'on veut, eh bien, on ne guérira pas en allant à Lourdes quand même. Sauf que le problème, c'est que cette hypothèse-là, on ne peut jamais la tester, puisqu'on ne peut jamais demander à Dieu s'il est en plan, quel est son plan, qu'est-ce que tu veux faire, voilà, pourquoi tu veux. Il ne répond pas. Et comme on ne peut pas tester cette hypothèse, on voit bien que la théorie qui s'appelle ici le christianisme est immunisée contre toute expérimentation. Vous pourrez toujours produire autant d'expériences qui montreront que les prédictions faites par le christianisme sont fausses, le christianisme demeurera toujours vrai. C'est le principe d'une pensée magique. Et c'est la raison pour laquelle les religions continuent à diffuser encore et toujours le même discours depuis des millénaires, parce que ce sont des discours irréfutables. Ce ne sont pas des discours rationnels. Ce n'est pas le domaine de la raison, si vous voulez. Ce n'est pas le domaine de l'expérience sensible. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur la question de la réfutabilité. Donc bien comprendre, on va bien distinguer la pensée rationnelle d'une part et la pensée irrationnelle d'autre part. Alors, conclusion maintenant sur la notion de vérité. Cette pensée popérienne, elle met en difficulté de manière assez notoire le réalisme métaphysique. Parce que, évidemment, pour le réalisme métaphysique, les lois métaphysiques de la nature sont en accord, en harmonie, puisqu'elles sont les causes, en fait, des phénomènes empiriques. Donc, théoriquement, un réaliste métaphysique est capable d'établir un système de pensée qui donne une description fidèle de la réalité métaphysique et de la réalité empirique. Qu'il tire de quoi? Qu'il tire de sa spéculation et de sa représentation de la réalité. Mais le problème, c'est qu'à partir de notre représentation de la réalité, on ne peut tirer logiquement aucune théorie qui soit absolument vraie. Et par conséquent, ça veut dire que les systèmes réalistes métaphysiques ne peuvent jamais, en aucun cas, en aucune manière, être absolument vrais. Donc c'est quand même un argument très 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 fort. Et bon, après, pour la question de la science en particulier, il est important de comprendre qu'on ne peut pas prouver qu'une théorie scientifique est vraie. Et si on ne peut pas prouver qu'une théorie scientifique est vraie, c'est aussi quand même un pied de nez au réalisme métaphysique qui conçoit que les théories scientifiques sont des approximations fidèles de la réalité. Et c'est impossible, en fait. En fait, c'est peut-être le cas. Alors même si c'était le cas, on ne pourrait jamais prouver que c'est vrai. C'est impossible de prouver que c'est vrai. Donc, il est plus rationnel de penser que ce n'est pas le cas, jusqu'à preuve du contraire. Mais comme la preuve ne peut pas exister, on est quand même dans une espèce d'impasse. Bon, malheureusement pour vous, il va falloir écrire maintenant. Désolé. J'ai beaucoup parlé, mais maintenant vous allez devoir beaucoup écrire. Non, pas trop, pas trop. Je crois qu'il n'y a que 2 pages. Alors, on y va. Vous avez noté le titre. Dans son enquête sur l'entendement humain. Donc, il est au tableau, hein, David Hume. Dans son enquête sur l'entendement humain. Hume soulève un problème aujourd'hui connu. Hume soulève un problème aujourd'hui connu sous le nom de, vous pouvez le mettre en rouge, ça c'est quand même hyper fondamental. Hume soulève un problème aujourd'hui connu sous le nom de, en rouge, problème de l'induction. Alors vous soulignez. Problème de l'induction ou problème de Hume. Donc Hume soulève un problème aujourd'hui connu sous le nom de problème de l'induction, hein, mettez-moi ça en rouge, ou problème de Hume. H-U-M-E. Là, je l'ai pris sur une élève, elle a écrit Hume, comme, enfin, Hum, H-U-M. Hume. H-U-M-E. Parce que j'ai peut-être mal écrit aussi. Hein. J'ai une sale écriture, c'est H-U-M-E. Hume. Point. Hume prend l'exemple d'une partie de billard. Plaît-il ? Hume prend l'exemple d'une partie de billard. Point.
Alors là, pareil, vous voyez, là, je développe pour vous l'exemple, le passage sur la partie de billard, mais ça, c'est quelque chose que tous les profs de philo, quasiment, parce que bon, on n'est pas obligé d'avoir lu Hume non plus, mais quasiment sans exception connaissent. Donc si vous mentionnez la partie de billard de Hume, même un prof qui ne la connaît pas, et il fera une recherche, et vous ne serez pas obligé de t'expliquer toute la partie de billard. Là, je vous l'explique juste pour vous, pour que vous compreniez, quoi. Bon, bref. Il remarque que lorsqu'une boule en heurte une autre, alors elle semble lui imprimer un mouvement. Il remarque que lorsqu'une boule de billard en heurte une autre, alors elle semble lui imprimer un mouvement. Point. Il y a une, en rouge, conjonction entre ces deux mouvements. Il y a une, on peut mettre le mot en rouge, conjonction, entre ces deux mouvements. Il y a une conjonction entre ces deux mouvements. Point. Hume se demande cependant si ces deux événements ne sont pas connectés. Hume se demande cependant si ces deux événements ne sont pas connectés. Connectés, vous pouvez le mettre en rouge aussi. Hume se demande cependant si ces deux événements ne sont pas connectés. Point. Par conjonction, on peut entendre corrélation, virgule. Par conjonction, on peut entendre corrélation. Par conjonction, on peut entendre corrélation, virgule. Par connexion, on peut entendre causalité. Par conjonction, on peut entendre corrélation. Par connexion, on peut entendre causalité. Point. Or, deux événements corrélés ne sont pas nécessairement unis par un lien de causalité. Or, deux événements corrélés ne sont pas nécessairement unis par un lien de causalité. Or, deux événements corrélés ne sont pas nécessairement unis par un lien de causalité. Point. Ainsi, on ne peut être certain que le choc des boules de billard soit la cause réelle de leur mouvement. Ainsi, on ne peut être certain que le choc des boules de billard soit la cause certaine de leur mouvement. Point. Le raisonnement inductif échoue à établir une certitude absolue. Point. Le raisonnement inductif échoue à établir une certitude absolue. Point à la ligne. Popper, dans la logique de la... Donc Popper, c'est PO de PER. Popper, dans la logique de la découverte scientifique. Popper, dans la logique de la découverte scientifique. Reprend ce problème et signale qu'aucune vérité d'ordre empirique
Popper, dans la logique de la découverte scientifique, reprend ce problème et signale qu'aucune vérité d'ordre empirique ne peut être... Oui. Popper, dans la logique de la découverte scientifique, reprend ce problème et remarque qu'aucune vérité d'ordre empirique ne peut être obtenue inductivement. Ne peut être obtenue inductivement. Donc Popper remarque qu'aucune vérité d'ordre empirique ne peut être obtenue inductivement. Oui. Popper, dans la logique de la découverte scientifique, reprend ce problème et signale qu'aucune vérité d'ordre empirique ne peut être obtenue inductivement. Point. Une observation empirique ne peut donc pas vérifier un énoncé général. Une observation empirique ne peut donc pas vérifier un énoncé général. Point. Elle peut seulement le corroborer. C'est O2R, corroborer. Elle peut seulement, donc échouer à montrer qu'il est faux. Elle peut seulement le corroborer, virgule, à savoir échouer à montrer qu'il est faux. Elle peut seulement le corroborer, virgule, à savoir échouer à montrer qu'il est faux. Point. Point à la ligne, on va donner un exemple. Soit un énoncé général qui affirme que tous les signes sont blancs. Donc signes, c'est bien les oiseaux. Hein. Soit un énoncé général qui affirme que tous les signes sont blancs. Point. L'observation d'un nouveau signe blanc, l'observation d'un nouveau signe blanc n'est pas la preuve de la validité de cet énoncé. L'observation d'un nouveau signe blanc n'est pas la preuve de la validité de cet énoncé. Point. On peut en effet imaginer, puis apparemment c'est le cas, donc, on peut en effet imaginer qu'il puisse exister des signes non blancs. On peut en effet imaginer qu'il puisse exister des signes non blancs. Point à la ligne. La seule chose que peuvent procurer... Pardon, la seule chose que peut, du coup... La seule chose que peut procurer... Non, que peuvent, excusez-moi. De ma phrase. La seule chose que peuvent procurer une observation empirique ou une expérimentation, la seule chose que peuvent procurer une observation empirique ou une expérimentation, c'est la preuve qu'un énoncé général est faux. C'est la preuve qu'un énoncé général est faux. Oui, la seule chose que peuvent procurer une observation empirique ou une expérimentation, c'est la preuve qu'un énoncé général est faux. Point.
Il suffit en effet que des prédictions théoriques soient réfutées par l'expérience. Il suffit en effet que des prédictions théoriques soient réfutées par l'expérience. Il suffit en effet que des prédictions théoriques soient réfutées par l'expérience pour que l'on puisse douter de la validité d'une théorie. Pour que l'on puisse douter de la validité d'une théorie. Point. Si des résultats expérimentaux répliqués de nombreuses fois, si des résultats expérimentaux répliqués de nombreuses fois, si des résultats expérimentaux répliqués de nombreuses fois contredisent la prédiction théorique, virgule, si des résultats expérimentaux répliqués de nombreuses fois contredisent la prédiction théorique, alors la théorie est sûrement fausse. Sûrement, donc empiriquement fausse, bien sûr. Alors la théorie est sûrement, on va préciser, empiriquement fausse. Donc si des résultats expérimentaux répliqués de nombreuses fois contredisent la prédiction théorique, alors la théorie est sûrement empiriquement fausse. Point à la ligne. On approche du bout, même si j'ai pas fini de tout noter avec eux, donc il va falloir qu'on note encore un peu plus. Popper affirme ainsi que la science empirique s'inscrit dans un processus hypothético-déductif. Popper affirme ainsi que la science empirique s'inscrit dans un processus hypothético-déductif. Deux points. On va expliquer. Popper affirme ainsi que la science empirique s'inscrit dans un processus hypothético-déductif. Deux points. Elle propose des hypothèses, virgule, d'où est déduite une théorie, virgule. Elle propose des hypothèses, virgule, d'où est déduite une théorie, virgule. D'où sont déduites des prédictions, point. Elle propose des hypothèses, d'où est déduite une théorie, d'où sont déduites des prédictions. Point. Ces prédictions peuvent être testées expérimentalement. Ces prédictions peuvent être testées expérimentalement. Point. La science s'inscrit ainsi dans un processus autocorrectif, donc auto et correctif. La science s'inscrit ainsi dans un processus autocorrectif. La science s'inscrit ainsi dans un processus autocorrectif favorable à la constitution de connaissances. Favorable à la constitution de connaissances. Point à la ligne. Popper discrimine ainsi les théories scientifiques réfutables d'une part
Popper discrimine ainsi les théories scientifiques réfutables d'une part, Popper discrimine ainsi les théories scientifiques réfutables d'une part, des théories magiques irréfutables d'autre part. Des théories magiques irréfutables d'autre part. Point. Le réalisme métaphysique. Le réalisme métaphysique, virgule, selon lequel il est possible d'élaborer des théories vraies, le réalisme métaphysique, virgule, selon lequel il est possible d'élaborer des théories vraies, oublie qu'on ne peut prouver qu'une théorie est empiriquement vraie. Oublie qu'on ne peut prouver qu'une théorie est empiriquement vraie. Oublie qu'on ne peut prouver qu'une théorie est empiriquement vraie. Point. En ce sens, ce réalisme promeut la pensée magique. Allez, là, on se lâche complètement. Là. En ce sens, ce réalisme promeut la pensée magique. Point, on va aller à la ligne et noter deux exemples. Oui, pensée magique. Alors, exemple. Oh, je vais donner des exemples issus de la science, ça c'est bien. Hein. La théorie des cordes est candidate. La théorie des cordes est candidate à l'unification La théorie des cordes est candidate à l'unification. La théorie des cordes, oui, comme des petites cordes. Merci. La théorie des cordes est candidate à l'unification de la théorie de la relativité, et de la mécanique quantique. Point. Ces adversaires considèrent qu'elle est assimilable à de la pensée magique. Ces adversaires considèrent qu'elle est assimilable à de la pensée magique. Deux points. Et pour cause, on ne peut tester empiriquement certaines de ces prédictions. Et pour cause, on ne peut tester empiriquement certaines de ces prédictions, donc multivers et monde à 9 dimensions. Point. Cette théorie semble donc immuniser
contre la réfutation. Point à la ligne, on va donner un autre exemple, c'est l'exemple qu'on a noté ici. Bon, vous avez qu'à noter tel quel, hein, théorie, christianisme, prédiction, et puis, soit une théorie T, le christianisme, qui fait une prédiction P, l'eau de Lourdes guérie. Soit une théorie T, le christianisme, qui fait une prédiction P, l'eau de Lourdes guérie. Point. Cette théorie repose sur des hypothèses cachées, donc H1 et H2 ici. Cette théorie repose sur des hypothèses cachées. Cette théorie repose sur des hypothèses cachées qui sont impossibles à tester. Point. Cette prédiction appartient à la pensée magique. Cette prédiction appartient à la pensée magique. Voilà, donc là, on a fini de noter. C'est déjà presque l'heure. Donc on va un tout petit peu avancer. C'est bien, là on arrive donc dans la dernière partie du grand 2, on fera le grand 3 la semaine prochaine, et puis ce sera terminé. « 2.3 La dimension sociale de la science. Dimension sociale de la science. Bon, là, on va revenir avec Thomas Kuhn. Je l'ai effacé, mais bon. Il reste 5 minutes, je ne sais pas trop ce que je vais vous dire. Ça m'embête un peu de commencer un truc comme ça. Bon, est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Tout est très clair pour vous? Oui, monsieur? Il y a un mot qui est sorti de champ, c'est empirique, mais je sais pas si c'est bien. Ah oui, empirique. Ben, empirique, c'est tout ce qui est relatif à l'expérience sensible. Donc, on distingue en fait ce qui est relatif à l'expérience vécue. Ce qui est empirique, c'est ce qui appartient au domaine de l'expérience, en fait. Empirique, c'est relatif à l'expérience. En fait, historiquement, on oppose l'empirisme à l'idéalisme parce qu'en fait, les empiristes considèrent que la connaissance provient de l'expérience, c'est ça l'empirisme, et les idéalistes considèrent que la connaissance précède l'expérience, qu'elle est donnée par des idées. Et c'est le débat entre John Locke, qui représente l'empirisme, et Leibniz, qui représente plutôt l'idéalisme. Donc, quand on parle d'empirisme, on parle de tout ce qui est relatif à la matière, à la réalité matérielle. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup d'idéalistes. La plupart des gens sont empiristes. Ils pensent que la connaissance provient bien de l'expérience. C'est bon, c'est clair sinon? Bon, ben, je vous libère. Écoutez.